Hola a todos! Aujourd'hui, on va parler de la communauté juive dans la Madrid des premiers temps, dans la Madrid islamique, en tout cas de ce qu'on en sait, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc on va déborder un petit peu sur les siècles suivants pour avoir une vue un peu plus exhaustive. Mais avant d'en arriver à l'histoire des juifs dans la région, on va faire un petit point historique. On sait que les juifs présents dans la péninsule ibérique, ce qu'on appelle les séfarades, étaient présents depuis très longtemps, depuis au moins les premiers siècles après Jésus-Christ, après l'invasion romaine de la Palestine. Ils vont vivre sous l'administration romaine en Ibérie avant que le pouvoir ne tombe aux mains des Wisigoths. Les Wisigoths, c'étaient des Germains, chrétiens, mais d'un courant particulier du christianisme qu'on appelle l'arianisme, duquel je reparlerai un jour. Les Juifs vont vivre plus ou moins bien sous l'administration wisigothe jusqu'à ce que le roi Récared se convertisse en 587 à la doctrine nicéenne, celle qu'on appellera plus tard le catholicisme. Et cette doctrine mènera au 7e siècle à des politiques fortement anti-juives. On assiste alors aux premières conversions forcées et aux premiers exils des Juifs espagnols. Lorsque les musulmans conquièrent la péninsule ibérique en 711, les Juifs qui savent que la loi musulmane leur garantit un statut au moins égal à celui des chrétiens, voient leur arrivée d'un bon œil. Dans certaines des villes qui tombent aux mains des musulmans, les habitants ont déjà fui les lieux, à l'exception des populations juives. Dans son ouvrage Les Juifs d'Espagne, Joseph Pérez rappelle que l'historien Sánchez Albornoz considérait les Juifs d'Espagne comme la 5e colonne de l'invasion musulmane. Haïm Zafrani, spécialiste des Juifs marocains, écrit que durant le siège de Cordoue, les Juifs se sont enfermés dans leur maison en attendant impatiemment le dénouement de la bataille. Ils ne craignaient pas du tout l'arrivée des musulmans dans lesquels ils avaient mis tous leurs espoirs. Pendant la conquête, les musulmans avaient même pris l'habitude de laisser aux Juifs la responsabilité des villes conquises, ce qui leur permettait de poursuivre leur campagne. Et ce fut peut-être le cas à Tolède. L'historien espagnol du XIIIe siècle, Lucas de Tuy, dans sa Chronicon Mundi, a même accusé les Juifs de leur avoir ouvert les portes de la capitale wisigothe. Mais certaines de ces accusations relevaient tout simplement de la diffamation et elles vont participer plus tard à la construction de l'antisémitisme occidental. Bref, tout ça pour dire avec Harris et Helen Cutler que les Juifs étaient les alliés des musulmans, en tout cas dans les premiers temps d'Al-Andalus. Mais pour la période qui nous intéresse ici, celle des 2 siècles de l'administration musulmane de la ville de Madrid, les sources manquent cruellement pour pouvoir parler précisément de la présence juive. Dans un article très complet sur lequel je me suis appuyé pour cette vidéo, l'historien José Manuel Castellanos Oñate nous parle de 2 maigres sources qui évoquent la présence juive dans la Madrid musulmane. La première source est celle de l'ouvrage de Eliyahu Ashtor. Dans ce livre, il cite la lettre que Simeon Saul a envoyée à sa sœur en 1053 et par laquelle il l'informe que Moussa le Majriti, Moussa le Madrilène et sa sœur sont morts. Il parle aussi d'un marchand de Badajoz, Ismaël ben Ishaq, qui évoque les Juifs de Madrid dans une lettre qu'il envoie depuis la Syrie. Norman Roth, dans son ouvrage Jews, Visigoths and Muslims in Medieval Spain, donne plus de détails. Il précise que l'ami d'Ismaël était en Égypte et qu'il lui demandait si un marchand de Tolède ou un des pèlerins retournant à Madrid pourrait emmener une lettre à son frère ou à son père. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur les Juifs de Madrid jusqu'au XIe siècle. Alors c'est pas grand-chose, c'est pour ça que je vous propose de déborder sur les siècles suivants, ceux de l'administration chrétienne de la ville. Il faut attendre le Fuero de Madrid, un texte législatif de 1202, pour qu'apparaissent les premières sources administratives de la présence juive à Madrid, une trentaine d'années après la chute de la ville aux mains des chrétiens. On trouve un acte de vente d'une maison sur le souk qui se situait ici, sur l'actuelle Plaza de la Paja, et un acte d'échange de maisons qui se situait dans la rue de la Real de la Almudena, ici. Pendant une fouille effectuée sous la direction de Esther Andreu, ce qui semble être l'emplacement d'une mesusa, un petit rouleau qui contient un passage de la Bible, a été trouvé. C'est ce qu'elle nous explique ici dans une archive vidéo du journal El País. Pero la casa de al lado, que es la que más información nos ha dado en este sentido, tiene en la entrada desde la calle, en la jamba de la puerta derecha,
una oquedad, un agujero, que es lo que tradicionalmente se utiliza para introducir la mezuzá en las casas hebreas. Mais au même endroit, son équipe a aussi découvert un fragment de céramique avec le dessin de ce qui semble bien être une menorah, un candélabre juif à 7 branches. Pour celles et ceux qui veulent les détails de cette recherche, je vous mets le lien vers son article en ligne sur le site de l'Université autonome de Madrid. Enfin, on a une lettre de vente entre messieurs Jacob et Abraham concernant un bien situé ici. Et ces quelques éléments nous permettent d'identifier une présence juive dispersée dans la Madrid de l'époque et nous font penser qu'il n'y avait pas de quartier proprement juif à Madrid. Mais à la fin du XIVe siècle, un événement dramatique va nous ramener à la possibilité de son existence. En juin 1391, à Séville, 179 ans après la prise de la ville par les chrétiens, débute le massacre de 5000 juifs. Un déchaînement de violences antisémites qui vont mener les dizaines de milliers de personnes encore vivantes à la conversion forcée ou à l'exil. Dans son article, José Castellanos Oñate nous dit qu'à la même époque, la Aljama de Madrid, le quartier juif, a été pris d'assaut par des assassins dont on connaît les noms. Les assaillants se sont enfuis et ont trouvé refuge vers Barajas et Alameda, deux possessions seigneuriales se situant au nord de la Madrid de l'époque. On possède aucune estimation du nombre de personnes touchées par ces violences, mais une lettre du Conseil à la Cour permet de penser qu'elles ont été nombreuses, rapportant la destruction, la mort et le vol qui ont eu lieu dans le quartier juif de la ville. Cependant, aucun document ne parle de la destruction du quartier juif lui-même, peut-être tout simplement parce qu'il n'existait pas, et comme le dit Oñate, le mot Aljama ici désignerait plutôt la communauté juive que le quartier juif. J'avais fait une petite étymologie de l'origine arabe de ce mot Aljama dans ces vidéos ici si ça vous intéresse. Alors il est possible qu'au siècle suivant, quelques juifs qui avaient réussi à échapper au massacre, aux conversions forcées ou à l'exil vivaient encore ici, mais c'est plus probablement des juifs de Tolède qu'on va retrouver à Madrid au XVe siècle. Et entre 1403 et 1449, 9 occurrences nous permettent d'établir une carte de leur présence dans un espace dispersé qui nous empêche encore de pouvoir parler d'un quartier juif. Des documents de 1447, 1463 et 1464 attestent aussi de l'existence d'un castillo de la Judería, un château du quartier juif sur lequel on ne sait pas grand-chose, en tout cas pour ce qui concerne Madrid. On sait que dans d'autres villes telles que Tolède ou Cordoue, le bâtiment qui porte ce nom était d'origine islamique et qu'il avait parfois un usage militaire. Il a pu être utilisé occasionnellement par les juifs et leur servir de refuge en cas d'attaque. Il pouvait même contenir un hôpital, une boucherie ou encore une synagogue, comme c'était le cas à Zaragoza. Les documents mènent Oñate à le localiser au-dessus de la muraille arabe, à l'emplacement actuel de la cathédrale de la Almudena. Il pense aussi que ce castillo, même s'il n'est pas cité dans les sources antérieures, devait exister à l'époque musulmane de la ville, et c'est aussi là que les fouilles de Esther Andreu confirment sa présence. Y es cierto que hay algún documento medieval que habla del castillo de los judíos, y hay que entender que no se trataba de un castillo como sería el Alcázar que estaba debajo del palacio, sino un castillo como lugar fortificado, lugar protegido, protegido del resto de la población. Des actes de vente du début du XVe siècle parlent de maisons proches de la Colación de la Santa María de la Almudena et de la Calle del Rey, proche d'une synagogue, ce qui permet de la localiser ici, sur l'esplanade, entre la cathédrale et le palais royal. D'après les sources, il est probable que la synagogue de Madrid ait changé plusieurs fois d'emplacement, mais là, on a une localisation assez précise et c'est celle-là qu'on va retenir. Et c'est finalement le décret des Cortes de Tolède de 1480 qui va obliger les juifs et les musulmans à vivre séparés des chrétiens. Les musulmans devront vivre dans la Morreria, le quartier des morts, et les juifs vivre dans la Judería,
la Juiverie, le quartier des Juifs. Étant donné qu'il est précisé que les Juifs devaient vivre près de leur synagogue, on suppose que cette nouvelle judería se situait donc au Campo del Rey, dans ce tout petit quartier qui devait donc se situer entre l'actuelle cathédrale de la Almudena et l'actuel palais royal. J'avais parlé du nom arabe de la Almudena, le nom de la Vierge Marie à Madrid dans cette vidéo, et aujourd'hui on voit que sa cathédrale a en plus été construite sur l'ancien quartier juif, et peut-être même sur son ancienne synagogue. Si ces restes anciens n'ont pas été détruits durant les travaux des fondations de la cathédrale, les archéologues découvriront peut-être un jour les indices qui nous manquent aujourd'hui pour l'affirmer définitivement et remettre en perspective cette proximité des trois cultures, juive, chrétienne et islamique. On sait par ailleurs, et c'est ce que nous dit Esther Andreu ici, que les Juifs avaient pour habitude de vivre proches du pouvoir royal. Otro dato importante es que siempre las juderías se colocan en la zona más cercana al poder. Y hay que entender que precisamente esta zona es la zona de todo lo que va a ser la ciudad de Madrid más cercana al Alcázar, al lugar del poder. Mais elle nous dit aussi que pendant ces fouilles, un passage entre des habitations juives et des habitations musulmanes a été mis au jour, et elle évoque cette notion espagnole de la convivencia. Y finalmente, un elemento constructivo que nos hace pensar que esta zona está dedicada a la convivencia de musulmanes y de hebreos en este reducto es que entre las fachadas de las casas y la muralla, a lo largo del paseo de Ronda, cada vivienda tiene un muro con una puerta que se cerraba y que convertía esta zona en una cámara estanca en motivo de riesgo. Le 31 mars 1492, l'édit d'expulsion des Juifs est promulgué. Ils ont alors 4 mois pour se convertir ou vendre leurs biens s'ils peuvent et partir en exil. Et on estime à 400 le nombre de Juifs qui ont fui Madrid, signant ainsi la fin de l'Aljama, la communauté juive de Madrid. Mais on sait aussi que des Juifs convertis au christianisme, ceux qu'on appelle les Marranes, los Marranos, sont restés ou sont revenus pour réoccuper leur position professionnelle. C'était notamment le cas des 6 médecins juifs qui avaient fui la ville et plus tard revenus en tant que médecins chrétiens. Et je reviendrai un jour sur l'histoire dramatique de l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal et du parcours de la diaspora séfarade. Aujourd'hui, on entend encore beaucoup de Madrilènes affirmer que la Judería, le quartier juif, se trouvait dans l'actuel quartier de Lavapiés. Une idée largement appuyée par l'ouvrage de Juan Antonio Cabezas, mais qui manque de sources fiables et sur lequel on ne peut pas vraiment s'appuyer. C'est une légende née à la fin du XIXe siècle sous les plumes de Antonio de Capmany et du père Fidel Fita, qui affirme sans apporter aucune preuve que la Calle de la Fe, la rue de la Foi, renfermait une synagogue et un aljama. Pour expliquer l'origine du nom de Lavapiés, qui pourrait signifier quelque chose comme se laver les pieds, certains ont avancé que les Juifs se lavaient les pieds justement à la fontaine de la place avant de se rendre à la synagogue. Ce que ne font pas les Juifs d'ailleurs, ce sont les musulmans qui font des ablutions avant la prière. On a même une autre légende qui dit que les chrétiens se lavaient les pieds à la même fontaine pour se purifier après avoir traversé le quartier juif. Et parfois, les mythes et les légendes sont aussi importantes que la vérité historique, non pas pour l'infirmer ou la confirmer, mais pour nous donner des éléments sur les mentalités de l'époque. Bref, quelques éléments bien épars pour parler de la présence juive à Madrid, mais suffisamment nombreuses pour attester de leur présence, et j'espère, et je suis sûr même que les historiens et les archéologues trouveront dans les décennies qui viennent suffisamment d'éléments pour pouvoir en savoir plus. Et ça nous permettra aussi peut-être de voir les traces que les Juifs ont laissées dans la culture locale. Et j'avais rapidement parlé dans cette vidéo d'un possible lien qu'on pouvait faire entre le plat typique de Madrid, le cocido, et un ancien plat juif qui s'appelle la dafina. Et j'espère pouvoir faire un jour une vidéo sur ce plat, qui est peut-être l'héritage le plus visible de la culture séfarade, de la culture juive ibérique à Madrid.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, merci de la partager, de la liker, de la commenter. Ça me permet de monter dans l'algorithme de YouTube, d'être plus visible. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, parce que ça aussi, ça joue. Et on se retrouve bientôt pour un autre sujet. Hasta luego.